Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le mardi 26 avril. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Après Canal+ Antilles, l'UGTG s'attaque au groupe Blandin. Le syndicat dénonce des licenciements qu'il juge abusifs chez le concessionnaire automobile. Pendant 2 jours, Cap Excellence mène la réflexion sur le tourisme de mémoire, un atout pour le développement du territoire. Comme chaque année à la Pentecôte, Marie-Galante s'apprête à recevoir son festival musical. Des pointures d'ici et d'ailleurs sont attendues. Le journal, Aurélie Ronze. Et notre invité ce soir, Jocelyn Jalton, directeur de cabinet du président de Cap Excellence. Nous évoquerons avec lui le séminaire du tourisme mémoriel qui a lieu jusqu'à demain au Memorial Act. L'actualité en Guadeloupe était également sociale aujourd'hui. Mouvement des salariés de BMW, plus précisément les salariés affiliés à la section UEC, la section commerce de l'UGTG. La raison des licenciements jugés abusifs. Une affaire qui remonte pour certains en 2014. Ambiance ce matin devant la concession automobile avec Éric Pommier. L'entrée de la concession automobile BCA à Jarry, sous des détritus en tout genre. À cela, quelques panneaux souillés avec de l'huile de vidange. Voilà comment la section UEC de l'UGTG a traduit son ras-le-bol face à un bras de fer judiciaire qui n'a que trop duré, conséquence d'une vague de licenciements perpétrés à l'égard de certains salariés de l'entreprise automobile, pour certains depuis 2014. D'abord pour yon licencié près de 4 camarades, on l'a accusé de vol. Mais sans preuve parce que constat d'huissier, Blandin fait un constat d'huissier en pleine nuit, sans témoin, sans présence à les délégués. Et au prud'homme, nous gagnons indemnisation à ces camarades-là, ils ont annulé licenciement là. Ça c'est un premier temps. Dans le deuxième temps, nous avons un camarade délégué depuis 2014, je prononcé licenciement sans passer par l'inspection du travail en tant que salarié protégé. À la cour d'appel de Bastille, on a gagné. En tribunal administratif, ils ont démonté les accusations de vol qui ont été commandées. Et depuis ça, le groupe Blandin a fait en série de recours et d'appels devant les tribunaux. Cloîtré à l'intérieur, mais sous haute protection, force de l'ordre en nombre, le personnel constate l'ampleur de la manifestation impuissant. Pour Luc Taurus, directeur des ressources humaines du groupe automobile Blandin, pas de quoi se laisser intimider par une telle action de l'UGTG. Nous parler d'une accusation que je ne connais pas. En l'occurrence, lorsqu'il s'agit de licencier abusivement des salariés, il y a un conseil des prud'hommes qui statue en l'espèce. Et là, en l'occurrence, si vous faites référence au dossier de M. Choureau, ce monsieur a été considéré comme licencié pour cause réelle et sérieuse. En jugement bien rendu, partant de là, il lui reste les voies de recours et qu'il les utilise. Et ensuite, nous verrons. Ce licenciement a eu lieu en mai 2014, ça fait presque 2 ans. Essayer aujourd'hui de demander une réintégration sur ces seuls faits-là, de rassemblement, d'exaction, si ce sont les méthodes de l'UGTG, ça s'apparente, je dirais, aux méthodes d'un groupuscule qui n'est plus une organisation syndicale, mais pour moi une organisation presque criminelle. Un seul mot d'ordre pour le syndicat, maintenir la pression. La manifestation du jour, précise-t-il, est pour l'heure une forte action de sensibilisation. Il prône l'ouverture du dialogue et de nouvelles dispositions pour trouver un terrain d'entente. En cas contraire, le secrétaire général évoque l'acharnement qui se traduiront par des manifestations à venir, cela tant que leurs collègues en effet ne seront pas réintégrés. Et dans un communiqué, Bruno Blandin, qui est également le président du MEDEF Guadeloupe, condamne les voies de fait commises récemment par l'UGTG, dont la pénétration par effraction dans les locaux commerciaux de l'entreprise, avec, je cite, molestation et menaces proférées aux membres du personnel. En bref, la visite aujourd'hui en Guadeloupe du délégué interministériel à la mixité sociale dans l'habitat, Thierry Repentin, a rencontré les élus locaux, mais aussi les bailleurs sociaux, l'établissement public foncier, ainsi que l'agence des 50 pas géométriques. Il devait se rendre cet après-midi à Trois-Rivières et au Moule. Il y a 2 semaines, justement, le préfet de Guadeloupe signait un plan logement outre-mer pour les 5 prochaines années. L'un des objectifs de ce plan, accroître de 30% la production de logements sociaux. Dans notre département, il faut savoir que 10 000 demandes de logements sociaux ne sont pas satisfaites. La faute notamment aux lourdeurs administratives. Les précisions de Karine Gelman.
Augmenter les constructions de logements sociaux de 2000 par an à 1500 prévus actuellement, un objectif conditionné à la simplification de la gestion administrative et de la fiscalité. Les agréments fiscaux sont en effet longs à obtenir. Il s'agit pour les entreprises d'obtenir une autorisation de l'administration accordant des allègements fiscaux, et ce afin de favoriser un secteur. Des allègements qui ont donc un impact financier sur le budget des entreprises. Ce que l'ensemble des acteurs du secteur du logement social s'accordent à souligner. Et pour la Seine-Saint-Marc, actuellement 150 logements sont en attente d'agrément. Je pense que les bailleurs, les entreprises sont capables et ont la technicité, ont la disponibilité, ont la capacité de pouvoir construire 2000 logements par an. Après, effectivement, on est plutôt sur le financement, sur la partie en amont, la partie agrément fiscal, qui effectivement, elle, est le goulet d'étranglement et qui, malheureusement, retarde les chantiers. Une lourdeur déjà soulevée en septembre par d'autres bailleurs, mais également par l'ARMOS, l'association des maîtres d'ouvrage, lors d'une conférence de presse. 15 000 demandes de logements en attente, voire plus, de concitoyens donc, qui sont dans l'attente de logements dignes. Vous avez 60 000 familles de la Guadeloupe qui sont logées de manière insalubre et indigne. Il faut donc réparer tout cela. Nous devons produire 1500 à 2000 logements par an. Or, nous ne pouvons pas le faire actuellement à cause de tous ces blocages. Effectivement, on veut lancer un cri en disant on peut ensemble faire mieux, mais il faut lever un certain nombre d'obstacles. C'est foncier, c'est administratif, s'il y en avait qu'un seul, ça serait effectivement simple, mais le foncier fait partie, mais ce n'est pas le majeur. Une situation difficilement tenable au vu des chiffres. 13 000 demandes de logement en attente en Guadeloupe, 30 000 logements indignes, dont à peu près 10 000 logements insalubres, et environ 75% de la population qui sont éligibles au logement social. Je dirais, quand on a ces chiffres, on comprend effectivement que le logement est un secteur important et je dirais est un élément important de l'économie. Effectivement, on sait qu'il y a une insuffisance de logement au niveau de l'outre-mer et d'ailleurs c'est pour ces raisons qu'on avait réorienté les aides au niveau fiscal. Cependant, il y a de cela quelques semaines, nous avons eu l'occasion au niveau de la région de rencontrer l'État et de dire qu'il y avait un certain nombre, la procédure est un peu lourde et qu'il y a un certain nombre de logements qui nécessitaient l'obtention d'agréments. Nous-mêmes, au niveau de la ville de Petit-Bourg, de par notre positionnement géographique et l'aménagement qu'on souhaite pour la ville, il est nécessaire que nous ayons donc des logements, mais des logements de qualité. L'obtention des agréments a été au menu donc des discussions lors de la signature de l'accord. Reste à observer dans les mois à venir les résultats sur le terrain. On va parler de tourisme maintenant et plus précisément du tourisme de mémoire qui est au cœur d'un séminaire jusqu'à demain. Il se déroule au sein du Memorial Act et a pour but de donner les grandes articulations d'une politique publique reposant sur le tourisme mémoriel. Tout au long de la journée, se sont succédés des scientifiques, des maîtres de conférences, avec notamment des focus sur l'action publique locale, la stratégie économique ou encore les politiques patrimoniales. Plus de détails tout de suite avec Roser Gob, il est docteur en sciences de gestion. Il est interrogé par Anne-Elisabeth Artsen. Nous avons une histoire que nous devons partager. Nous avons notamment la référence la plus immédiate auquel tout le monde recourt, c'est l'esclavage. Et là, il s'agissait de se questionner. Je dis que finalement, à la fois l'identité et l'histoire, si on veut parler du territoire, parce qu'il s'agit de ce questionnement-là dont il était l'objet aujourd'hui. Donc si on s'intéresse à ces aspects-là, en quoi une histoire problématique et une identité assez fragmentées peuvent être qualifiées de territoriales. Donc il y a une réflexion à conduire de ce point de vue et le constat qui est fait, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde un peu la littérature scientifique, le territoire se construit dans la durée, donc l'histoire est plutôt un élément moteur de construction d'un territoire, alors que chez nous, c'est davantage une problématique, c'est un questionnement, voire des ressentiments. Donc c'est un aspect qui est problématique. Ensuite, du point de vue de l'identité, pour qu'on puisse parler d'identité territoriale, encore faut-il pouvoir identifier une identité
identité collective dans laquelle tout un chacun se reconnaît, quelles que soient les composantes de ce territoire. Et pour approfondir ce sujet, notre invité ce soir, bonsoir Jocelyn Jalton. Bonsoir. Vous êtes directeur de cabinet du président de Cap Excellence qui est à l'origine donc de ce séminaire qui se déroule jusqu'à demain au Memorial Act. Alors première question toute simple, qu'appelle-t-on précisément tourisme mémoriel ? Bien, ça peut être attaché, le tourisme mémoriel peut être attaché bien sûr à des faits d'histoire, l'esclavage ou autres faits marquants de l'histoire de notre pays, mais il faut élargir, il existe une typologie des mémoires qui est beaucoup plus large que cela. Elle peut relever de la gastronomie, hein. Elle peut relever également d'une mémoire agro-pastorale. Je pense par exemple à tout ce qui concerne l'environnement. Elle peut également relever de l'artisanat, de savoir-faire passé industriel, etc. On peut penser par exemple à ce qui se passe à Beauport avec le petit train. Donc il ne faut pas avoir une vision réductrice de la mémoire à tout ce qui concerne tous les aspects uniquement sociaux ou liés le tourisme mémoriel n'est pas forcément lié à l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous citer justement quelques lieux de tourisme mémoriel en Guadeloupe ? Vous avez l'usine de Darboussier, où était une grande usine de Guadeloupe et où est maintenant le Memorial Act. Hein. Vous avez l'usine de Beauport qui est en train de revivre avec le petit train. Donc ça, ce sont bien sûr des phénomènes liés à l'histoire industrielle. Hein. Bon, en niveau agro-pastoral ou bien lié à la nature, vous avez des lieux comme la Soufrière ou les chutes du Carbet, qui sont des lieux de mémoire, qui sont attachés à certains événements, hein, comme les éruptions ou quelque chose de cette nature, et qui marquent les esprits. Et vous avez encore un tourisme mémoriel qui est lié à la mémoire, liée aux arts gastronomiques. Hein. Vous savez, si vous mangez ici un bon courbouillon, une bonne langouste ou un bon matété ou un bon calalou de crabe, eh bien, c'est également l'un des aspects du tourisme mémoriel tel que nous le concevons. Alors en quoi ce tourisme peut contribuer au développement économique d'un territoire, en l'occurrence la Guadeloupe ? La Guadeloupe a reçu l'an dernier près de 485 000 touristes. Et un touriste dépense en moyenne 1200 euros au cours de son séjour. Ce qui fait à peu près un chiffre d'affaires de près de 580 millions d'euros, soit à peu près 1400 euros par habitant. Ces chiffres vous montrent un peu que ça peut être une niche de croissance et d'emploi extraordinaire pour nous. En Guadeloupe, le secteur touristique emploie à peu près un peu moins de 10 salariés pour 1000 habitants. Dans les meilleurs pays, les pays les plus performants, ça peut aller à 10, 20 fois plus. Mais je pense qu'il y a des marges de manœuvre, des marges de progrès, des niches qui peuvent nous permettre peut-être d'aller jusqu'à 14, 15 salariés pour 1000 habitants. Nous, notre préoccupation à Cap Excellence, c'est le développement économique, mais le développement économique au service de l'emploi, au service de l'épanouissement des habitants. C'est tel que le président Jalton l'a souligné. Et donc, pour nous, c'est un moyen de faire en sorte de donner de l'activité aux habitants de notre territoire et surtout aux jeunes qui en ont beaucoup besoin actuellement. Une dernière question, quelle est la finalité de ce séminaire ? Bien, ça permettra d'éclairer un peu le choix des décideurs publics. Nous avons des universitaires, des praticiens, des professionnels qui vont nous faire partager leur expérience, qui vont échanger, débattre entre eux avec bien sûr des citoyens aussi. Et ça va donner lieu donc à des actes avec des recommandations, probablement des pistes qui vont nous permettre d'appréhender de manière globale la nouvelle compétence que va devoir prendre en main Cap Excellence à partir donc de janvier 2017. Vous savez, par rapport à la loi du 7 août 2015, la loi Notré, les communautés sont maintenant
responsable du tourisme en partage avec d'autres collectivités telles que la région et le département. Et donc, cette disposition va nous permettre d'anticiper un peu sur donc, notre prise de participation dans le développement du tourisme sur le territoire de Cap Excellence et plus globalement à contribuer à enrichir la Guadeloupe tout entière, puisque si Cap Excellence est riche, mais la Guadeloupe va s'enrichir également, puisque Cap Excellence, c'est, je le rappelle, presque 25% de la population guadeloupéenne. Merci Jocelyn Jalton d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous êtes le directeur de cabinet du président de Cap Excellence. Cap Excellence qui organise donc jusqu'à demain au Memorial Act un séminaire sur le tourisme mémoriel. On va reparler d'actualité sociale, mais cette fois-ci en Martinique. Deuxième jour de grève aujourd'hui sur les réseaux de bus Mosaïque. Aucun bus n'a circulé aujourd'hui à Fort-de-France, Saint-Joseph, au Lamentin et à Schœlcher. En cause, le nouveau système de carte magnétique Cohésion qui devait être mis en place hier. Les chauffeurs et les contrôleurs ont fait jouer leur droit de retrait à cause d'un manque d'informations sur ce dispositif. En Guyane, les élus, eux, s'inquiètent de la situation financière de la collectivité territoriale mise en place le 1er janvier dernier. Dans un courrier adressé au Premier ministre, les 4 parlementaires et le président de l'association des maires se joignent au président de la collectivité territoriale de Guyane pour réclamer des moyens supplémentaires. Le mois dernier, Manuel Valls avait donné un accord de principe de l'État sur une garantie d'emprunt. Chez les voisins surinamiens de la Guyane, l'heure est à l'austérité. Le président de la République, Désy Bouterse, a proposé une centaine de mesures pour faire face à la crise économique que traverse le pays. Des mesures contestées une nouvelle fois par des manifestants devant le Parlement à Paramaribo. Une situation inédite depuis la guerre civile qu'a connue le pays entre 1986 et 1992. Le Suriname qui nous amène à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Nous irons notamment au Brésil où 11 ouvriers sont décédés depuis le début des travaux dans le cadre des JO de Rio. Nous irons également ce soir au Mexique et à la Barbade. Voici l'actualité Caraïbe. Le vice-chancelier de l'Université des Indes occidentales, l'UWI, le professeur Sir Hilary Beckles, a appelé à un changement social profond à la Barbade en disant que les Noirs continuent d'être marginalisés et averti que la situation ne peut pas continuer. L'universitaire barbadien a décrit la structure sociale comme pyramidale, construite autour de la suprématie blanche et de la marginalisation noire. Il ajoute que ce système de la suprématie blanche économique est subversif à la démocratie. Le professeur Beckles informe qu'à la Barbade, la division du travail est prégnante. La communauté noire va occuper et contrôler la politique et l'élite blanche va contrôler l'économie. Il appelle les citoyens barbadiens à transformer ce modèle et à faire honneur aux grands hommes de la liberté, car ce modèle n'est pas démocratique et la jeune génération barbadienne mérite mieux que cet héritage. Le professeur Sir Hilary Beckles est un haut fonctionnaire de l'UWI. Il est également président de la commission des réparations près de la CARICOM. Les données personnelles et récentes de plus de 80 millions d'électeurs mexicains sont accessibles librement en ligne, sans mot de passe ou autre système de sécurité, stockés sur un serveur Amazon. C'est ce qu'a révélé Chris Vickery, un spécialiste de la sécurité informatique texan, qui dit avoir découvert cette base de données gigantesque le 14 avril dernier. L'Institut électoral national du Mexique, l'organisme qui recense les données des électeurs, a confirmé cette information, mais affirme ne pas être à l'origine de cette fuite. Elle pourrait venir, selon lui, d'un des 9 partis mexicains à qui il fournit une copie de ces documents. Une représentante de l'Institut assure que la base de données originale est stockée hors ligne et qu'elle est transmise aux partis politiques sur des CD, des disques durs ou des clés USB. L'Institut a annoncé avoir porté plainte pour crime électoral. Ce n'est pas la première fois que les données personnelles des électeurs mexicains sont mises en ligne. En 2013, une base de données similaire contenant des informations datant de 2010 permettait à n'importe qui d'effectuer des recherches sur les électeurs enregistrés. Une équipe de football est morte. L'inspection du travail du Brésil a lancé un cri d'alarme en annonçant que 11 ouvriers étaient décédés dans les travaux autour des JO de Rio, plus que sur les chantiers du Mondial 2014 de football dans tout le Brésil. Cette macabre comptabilité est consignée dans un rapport diffusé par l'inspection du travail
qui espère attirer l'attention pour sensibiliser les autorités sur la sécurité au travail et éviter de nouveaux accidents. Pour Hélène Castillo, responsable de l'audit sur les travaux olympiques, tout vient du manque de planification et de la course contre la montre au moment de finir. Certains chantiers des JO 2016 ont pris du retard, comme le Vélodrome ou la nouvelle ligne du métro, qui doit être inaugurée en juillet, à un mois de la cérémonie d'ouverture selon les autorités, soulevant le scepticisme général. Et sur ce seul chantier, 3 ouvriers ont perdu la vie. L'un a eu le crâne écrasé par un camion, un autre a chuté d'un escalier et un troisième a été fouetté par un tuyau contenant de l'air comprimé. Il y a eu aussi 2 blessés graves, avec un ouvrier hospitalisé après une électrocution et un autre amputé d'une jambe, a ajouté Hélène Castillo. Un lourd bilan pour ces JO. Et on va ouvrir maintenant notre page des sports. 23 jours, 5 heures, 49 minutes et 39 secondes. C'est la durée de la traversée entre Concarneau et Saint-Barth pour l'équipage guadeloupéen Les Saintes, engagé dans la Transat AG2R. Nicolas Thomas et Arthur Pratt sont arrivés aujourd'hui en tout début d'après-midi. Ils terminent à la 9e place. Les 2 autres équipages guadeloupéens, Marie-Galante et Guadeloupe, n'arriveront eux pas avant demain. Du basket maintenant avec les 3e matchs des finales des playoffs qui se disputent ce soir au hall Paul Chonchon à Pointe-à-Pitre. Chez les filles, la MJC des Abîmes est opposée au Bémao Basket Club. Chez les garçons, l'Étoile de l'Ouest se retrouve face au Saint-François Basket Club. Après le basket, le football, ou plutôt le futsal, une discipline qui a son championnat en Guadeloupe et qui a d'ailleurs de plus en plus de fans. Le Crêpes des Antilles Guyane donne justement la possibilité à ceux qui aiment le ballon rond de venir s'adonner aux joies du futsal, et ce, dans les mêmes conditions qu'un championnat. Le reportage d'Éric Pommier. On ne change pas une formule qui gagne. Après un premier rendez-vous futsal au Crêpes Antilles Guyane organisé le 10 mars dernier, les adeptes pourront retrouver le parquet du gymnase des Abîmes selon un calendrier bien défini. Car la formule a fait mouche. Côté organisation, on s'en réjouit, d'autant plus que le rendez-vous est désormais inscrit dans les tablettes des activités de cette université du sport. Objectif, permettre aux joueurs de baigner dans une atmosphère sereine, atmosphère que le Crêpes veut qu'elle soit la marque de la compétition. Alors l'intérêt, c'est la convivialité et le sport. L'idée, c'est de regrouper des entreprises, des associations, mais aussi des groupes d'amis pour pouvoir participer à une soirée conviviale. Les rencontres changeront de visage à chaque édition car la formule se veut innovante. Comme l'édition de ce soir, elle est réservée uniquement aux joueurs de plus de 35 ans. Et qui limite un petit peu effectivement les clubs, qui fait qu'on se retrouve avec 8 équipes qui viennent d'horizons différents. Tout à fait. Je sais que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur au niveau international d'une part, mais aussi sur la Guadeloupe. On voit le niveau des joueurs de futsal et le niveau du championnat qui se développe de plus en plus. Et d'autre part, on a un outil qui est très intéressant pour le futsal. On a le gymnase en parquet, qui fait que les joueurs peuvent s'amuser et rapidement évoluer sur ce sol. Le rendez-vous est inscrit de façon pérenne. En perspective, des rencontres sont d'ores et déjà pensées. Les organisateurs prévoient de mettre en place d'autres événements autrement originaux, un tournoi mixte, un autre réservé exclusivement aux femmes et ou encore aux jeunes. Une rencontre Interpol pourrait également voir le jour. Le Crêpes et le futsal font désormais bon ménage. Nouveau coup d'envoi encore ce soir depuis 18h, ce jusqu'à 23h30 et toujours dans la bonne humeur. Et promis, la prochaine fois, nous verrons Éric Pommier à l'œuvre. Allez, on va parler de culture maintenant avec un festival bien ancré dans l'agenda guadeloupéen, également dans l'agenda caribéen. La 17e édition du festival Terre de Blues se déroulera à Marie-Galante du 13 au 16 mai prochain. La manifestation rassemblera cette année des artistes jamaïcains, dominiquais, guadeloupéens, avec notamment le groupe Cacoustique. Un festival parrainé cette année par Valentin Zodros. Anne-Elisabeth Artsen nous en dit plus. Le festival Terre de Blues. Terre de Blues, 17e édition. C'est l'événement musical de la Pentecôte qui attire de nombreux festivaliers sur l'île aux 100 moulins. Et pour justement accueillir un public de plus en plus fidèle, Marie-Galante s'adapte avec cette année 250 places de camping.
Ben oui, vous touchez là un point nouveau effectivement parce que Marie-Galante justement a compris que ce festival était très attendu par toute la population guadeloupéenne et pour cela Marie-Galante a cette année permis le camping et a organisé une aire de camping en plus de tous les partenaires privés qui se sont donné vraiment les moyens de mieux organiser leur accueil. Sous le thème La Voix Charrie, le festival met en avant le chant de la bourre, tradition typique de Marie-Galante, avec comme parrain Valentin Zodros qui perpétue cette tradition transmise par ses parents. Pour parcours musique à Bozan, depuis 1945, toujours, nous avions parti un entraînement convenablement pour rentrer, faire des grands. Et alors toujours quand choquer de musique à moi, tourner, virer, faire ceci, faire celle-là, enfin, depuis longtemps on chantait. Déjà, depuis longtemps on chantait, j'ai monté, écouter, moi, en fleur, en tradin, en chercher façon à y. Cette année, quelques innovations ont été apportées au festival, comme une soirée de concerts supplémentaires le vendredi soir à l'habitation Murat et des animations au cœur de la ville, de la gare maritime à la place de l'église. Autre changement, et non des moindres, Bunny Whalers remplacera Bérès Amande Souffrant pour le concert du dimanche soir à l'habitation Murat. Le festival Terre de Blues qui se déroulera donc du 13 au 16 mai prochain à Marie-Galante, bien sûr. Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos conditions météo pour demain matin en Guadeloupe. Du soleil encore au programme, comme vous le voyez sur cette carte. Les températures dans la matinée seront comprises entre 25 et 27 degrés. Et notez que demain, la qualité de l'air sera encore mauvaise en Guadeloupe. Nous sommes toujours en vigilance rouge en raison des brumes de sable qui survolent actuellement notre archipel. C'était le journal d'Alizé. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, l'actualité nationale et internationale. Votre soirée ensuite sur Alizé Super Kid. Je vous retrouve demain à 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. L'information qui continue sur notre site internet www.alizé.com. Excellente soirée à tous.